Comment nous respirons? Ces animations de l'ONG International Primary Care Respiratory Group, IPCRG, ont été conçues pour des professionnels de santé pour aider les patients à améliorer leurs connaissances en matière de respiration. Il n'est pas toujours facile de comprendre les schémas, alors la vidéo permet d'avoir une vue plus générale. Nous avons délibérément utilisé la terminologie médicale ainsi que du vocabulaire profane. Là où les images sont légendées, nous avons choisi d'utiliser des termes médicaux. La voix off utilise les deux. Les animations peuvent être vues indépendamment. Elles couvrent la façon dont nous respirons, pourquoi nous sommes essoufflés, et pourquoi des interventions telles que le posture pendant la respiration, les techniques de respiration, les inhalateurs, et le travail de réadaptation pulmonaire fonctionnent. L'objectif est d'offrir une explication visuelle qui facilitera la compréhension et potentiellement améliorera la capacité du patient à s'autogérer. Nous commencerons par la respiration, la ventilation, l'arbre bronchique et la respiration. Nous examinerons ensuite les causes de l'essoufflement, y compris l'obstruction, la faiblesse des muscles respiratoires, la restriction, le déconditionnement, l'anxiété et les troubles du rythme respiratoire. Nous examinerons ensuite ce que nous respirons, et expliquerons les bonnes et les mauvaises particules. Respiration. Comment nous respirons? Définition. Les gens savent que la respiration est essentielle à la vie, mais pourquoi? Commençons par quelques définitions importantes. La respiration est le travail que font les muscles pour faire entrer et sortir l'air des poumons. La ventilation consiste à apporter un gaz, le dioxygène, souvent écrit O2, dans le corps, et se débarrasser d'un autre gaz, le dioxyde de carbone, appelé CO2. Tout comme l'on ventile la maison pour faire entrer de l'air frais et se débarrasser des émanations, de la fumée ou de la Covid. Respirer signifie fournir du dioxygène aux cellules et aux tissus du corps. La ventilation nécessite une pompe, la pompe ventilatoire, qui nécessite une force pour produire son action. Cette force est fournie par les muscles respiratoires lorsque l'on respire. La ventilation. La pompe ventilatoire fait entrer et sortir l'air du corps à l'aide de 3 muscles respiratoires principaux, le diaphragme, les muscles intercostaux et les muscles scalènes. Lorsqu'ils se contractent, 3 choses se produisent en même temps: le diaphragme, un grand dôme de muscles, s'aplatit et tire vers le bas. Ce qui augmente la hauteur du thorax ou poitrine. Et également pousse l'abdomen, le ventre vers l'extérieur, que l'on peut ressentir si l'on a la taille serrée et fait ressortir un peu les côtes inférieures. Les muscles entre les côtes dits intercostaux tirent la cage thoracique vers le haut et l'extérieur, augmentant ainsi la largeur de la poitrine. Enfin, les muscles scalènes tirent le sternum vers le haut et l'avant, augmentant la profondeur de la poitrine. Ces 3 mouvements augmentent le volume du thorax. Les 2 poumons sont extensibles et sont attachés à l'intérieur de nos côtes, du diaphragme et du médiastin par les membranes pleurales. Ces membranes pleurales humides sont fixées à l'intérieur de la cage thoracique et entourent la surface de chaque poumon et glissent les unes contre les autres. Lorsque le diaphragme descend et que les côtes montent et descendent, la plèvre se déplace avec, et les poumons s'ouvrent et se dilatent. Par conséquent, lorsque le volume de la poitrine augmente, le volume pulmonaire augmente. Et l'air est aspiré. C'est l'inspiration ou inhalation. Lorsque les poumons se dilatent, les tubes ou voies respiratoires à l'intérieur de ceux-ci s'ouvrent également, ce qui augmente leur diamètre. L'expiration ou exhalation est la phase de la ventilation où l'air quitte les poumons. Les muscles respiratoires se détendent et les poumons et les voies respiratoires, ayant été tirés et étirés en position ouverte, reviennent à leur forme initiale, car le tissu pulmonaire sain est élastique ou extensible. Il revient naturellement à sa forme de repos. La hauteur, la largeur et la profondeur de la poitrine diminuent, réduisant l'espace et augmentant la pression sur et dans les poumons.
Les voies respiratoires se rétrécissent et les plus petites se ferment et l'air vicié riche en dioxyde de carbone quitte le corps. Les poumons ne sont jamais complètement vides, sinon ils pourraient se collaber sur eux-mêmes. Un volume résiduel persiste. Cela est ce que l'on appelle la respiration calme. Lorsqu'il est détendu, un adulte inspire et expire environ 8 à 18 fois par minute, et chaque respiration contient environ 500 ml d'air. Ce mécanisme est également connu sous le nom de respiration à volume courant. Parfois, le volume courant doit augmenter. Par exemple, lors d'un exercice physique. Pendant la grossesse, le volume courant augmente jusqu'à 50%, car la croissance du fœtus nécessite plus de dioxygène, et plus de dioxyde de carbone est produit qui doit être expiré. Cet acte mécanique d'aspiration et d'expiration de l'air hors des poumons est la ventilation. Remarquons à quel point les poumons sont hauts dans le corps, et où se trouve le diaphragme. Lors d'une respiration calme, le diaphragme est responsable pour 75% de l'effort respiratoire. Remarquons que la cage thoracique fait le tour du corps. Elle va plus bas dans le dos qu'à l'avant, tout comme les poumons. Nous devons faire attention à l'arrière et à l'avant, c'est une structure en 3 dimensions. Maintenant que nous comprenons la ventilation, la manière dont l'air est aspiré dans notre corps. Nous devons comprendre où va l'air une fois qu'il est entré. On inhale, ou inspire, par le nez ou la bouche. Si l'on respire par le nez, des poils très fins et une fine couche de mucus filtrent et réchauffent l'air et piègent les saletés, pour que l'air circule mieux et apporte moins d'irritants aux poumons. L'air continue à descendre dans les voies respiratoires supérieures, en passant par le pharynx, la gorge, et le larynx avec les cordes vocales. Puis il entre dans les voies respiratoires inférieures, la zone située sous le larynx. Imaginons un chêne à l'envers, l'arbre bronchique où chaque bronche, ou branche, est un tube dans lequel l'air circule. Tout d'abord, la trachée, qui se divise en 2 grandes bronches souches, la bronche souche gauche et la droite, qui mènent à chacun des 2 poumons. Ces bronches souches se divisent et se divisent et se divisent environ 23 fois jusqu'aux branches les plus fines appelées bronchioles, avant d'atteindre environ les 480 millions d'alvéoles, des sacs d'air microscopiques dans les poumons. Nos poumons contiennent également du mucus pour piéger les bactéries nocives et les virus qui causent des maladies. Les bronches sont recouvertes de cils, des poils microscopiques, qui maintiennent la fine couche de mucus s'écoulant vers le larynx. Cela piège les particules inhalées, comme celles que l'on peut trouver dans la fumée, et les balaie pour les faire sortir du corps. Il est important de visualiser ce voyage à travers ce que nous appelons les voies respiratoires, du nez jusqu'aux alvéoles, pour connaître les noms de chaque partie, et pour le professionnel de la santé d'être capable de repérer l'endroit où un problème pourrait survenir, et donc quel traitement pourrait être nécessaire. Respiration. Comment la respiration permet au corps d'obtenir l'énergie dont il a besoin pour survivre? La plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de respirer. C'est une action inconsciente. Le tronc cérébral, sorte de poste de contrôle, remarque quand on n'a pas assez de dioxygène et signale au corps qu'il doit inspirer, tout comme un poste de contrôle remarque quand l'estomac est vide et signale que l'on a faim et qu'il faut manger. Quand on respire de l'air, on entame l'acheminement du dioxygène qu'il contient vers chaque cellule du corps, où les mitochondries, les usines à énergie des cellules produisent de l'énergie. En expirant, on évacue la plupart des déchets, dont le dioxyde de carbone. Lorsque l'air riche en dioxygène arrive dans les poumons, le dioxygène traverse les membranes des poumons et passe dans le sang. Le sang le transporte vers les organes, y compris les muscles. Le dioxyde de carbone se déplace dans le sens inverse, du sang vers les poumons, pour qu'il soit expiré. Tout ce processus s'appelle la respiration. Bien que le terme soit souvent utilisé uniquement pour décrire l'inspiration et l'expiration. On peut parfois entendre ce mot de respiration pour des services destinés aux personnes essoufflées, parfois appelés services respiratoires, exemple, unité de soins intensifs respiratoires. Chaque minute de la journée, la totalité de notre volume sanguin passe par les poumons.
Nous venons d'étudier la façon dont nous respirons, examinons maintenant l'essoufflement. Qu'est-ce que l'essoufflement? Tout le monde s'est déjà, un jour, senti essoufflé. Par exemple, lors d'un effort de marche rapide ou de course, et c'est normal. Il s'agit de la réponse naturelle du corps lorsqu'il a besoin de plus de d'oxygène et d'énergie pour faire quelque chose qui demande un effort physique. Être essoufflé lorsque l'on fait un tel effort est normal. Cela permet au corps de rester fort et en forme. Cependant, certains s'essoufflent tous les jours en faisant des activités de la vie quotidienne, ils trouvent qu'il est difficile ou inconfortable de respirer, et peuvent avoir l'impression de ne pas pouvoir contrôler leur respiration. C'est ce qu'on appelle l'essoufflement chronique ou à long terme. Il se développe souvent progressivement et dure pendant des semaines, des mois ou des années sans que l'on s'en aperçoive vraiment. Parfois, les gens toussent aussi, font remonter des mucosités ou ont une respiration sifflante. Que se passe-t-il dans le corps lorsque l'on est essoufflé? Le plus souvent, le flux d'air est ralenti parce qu'il y a une obstruction quelque part dans les voies respiratoires entre le nez et les alvéoles. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles elles peuvent être obstruées, et le fait de connaître la raison aide à expliquer le diagnostic. Voici les principaux types d'obstruction. 1. La raison la plus courante de l'obstruction est le gonflement de la paroi bronchique ou une inflammation à l'intérieur de nos voies respiratoires ou tubes. Cela se produit dans l'asthme et la bronchite, qui est la principale condition de la BPCO. La muqueuse et les parois des tubes sont endommagées par une irritation persistante ou récurrente par des irritants courants tels que le tabac, la fumée de cuisine ou les allergènes. Cela entraîne une inflammation. Le mucus contenant des cellules mortes ou des bactéries, les glaires, peut aussi s'accumuler parce que les cils ne peuvent pas le balayer. La toux est la tentative de notre corps pour éliminer cette accumulation. 2. Obstruction due à des défaillances au niveau des tubes d'air. Dans l'emphysème, qui fait également partie de la BPCO, à l'endroit où les plus petites bronchioles atteignent les alvéoles, les parois des sacs d'air se décomposent créant des sacs d'air plus grands. Ces sacs à air plus grands sont trop grands pour une bonne respiration et compriment les sacs d'air sains. Dans la bronchectasie, les tubes d'air s'élargissent trop et les cils, les petits poils, ne peuvent plus transporter correctement le mucus vers notre gorge, le mucus stagne donc et les bactéries se développent alors dans ces conditions chaudes et humides. 3. Obstruction due à de petits blocages dans les tubes d'air liés à une tumeur telle qu'un cancer du poumon. 4. Obstruction due à un resserrement musculaire, qui oblige les tubes ou les voies respiratoires à se refermer. Par exemple, dans une crise d'asthme, le bronchospasme, le muscle autour des bronches ou des bronchioles se resserre, c'est la bronchoconstriction. 5. Obstruction due à la pression exercée sur les voies respiratoires, qui les force à se fermer, par exemple, des tumeurs qui ne se trouvent pas dans les bronches, appelées non bronchiques. Si nos voies respiratoires se ferment trop tôt lorsque l'on expire ou exhale, alors l'air vicié est piégé et les poumons restent gonflés. La prochaine inspiration s'ajoute alors à la précédente. Comme, par exemple, si l'on imaginait que vous essayez d'inspirer, retenez votre respiration, puis essayez d'inspirer à nouveau. Parallèlement à l'obstruction, les muscles respiratoires peuvent ne pas fonctionner comme ils le devraient. L'emprisonnement de l'air peut également entraîner une hyperinflation. Les muscles respiratoires se bloquent dans la position raccourcie, contractée, de l'inspiration, ce qui peut ne pas être très efficace, et il faut donc faire davantage d'efforts. Cela peut entraîner une respiration plus rapide et superficielle lorsque l'on essaie de faire quelque chose. Il se peut qu'il faille utiliser des muscles accessoires supplémentaires, qui ne sont pas utilisés lors d'une respiration calme, pour aider à élargir la poitrine et les poumons. Ce sont les muscles du cou et des épaules. Cela peut se voir dans certains sports où les gens font beaucoup d'efforts, ainsi que chez les personnes où l'air circule mal en raison de lésions pulmonaires. Mais, s'il faut bouger ou lever les bras, les muscles du cou et des épaules ne sont pas disponibles pour la respiration, et le diaphragme doit supporter la majeure partie de la charge. L'obstruction des voies respiratoires peut augmenter le travail de respiration jusqu'à 8 fois la normale. Il est possible de ressentir un sentiment de travail ou d'effort excessif pour respirer, comme si respirer n'était qu'une corvée. L'on peut donc voir que les voies respiratoires et les muscles peuvent mal fonctionner dans une maladie pulmonaire obstructive.
C'est pourquoi la kinésithérapie respiratoire peut aider. Elle aide à améliorer la mécanique respiratoire par des conseils sur la position du corps et les techniques de respiration, comme le contrôle de la respiration profonde et détendue, ou la respiration à lèvres pincées. Ces techniques permettent de vider les poumons du plus d'air possible, d'augmenter la longueur des muscles, d'améliorer l'état des tissus pulmonaires, pour qu'ils se regonflent et fassent entrer de l'air frais. Cela permet de réduire l'effort de respiration. De plus, des muscles faibles utilisent plus d'oxygène pour le même travail que des muscles forts. Ainsi et surtout, la rééducation et l'exercice améliorent la façon dont les muscles fonctionnent, pour que l'on utilise le dioxygène plus efficacement. Restriction. Alternativement, l'essoufflement peut ne pas être causé par une obstruction, mais par une restriction de l'expansion des poumons. Les poumons peuvent être limités soit parce qu'ils rétrécissent et ne peuvent pas se gonfler autant que d'habitude, soit parce qu'ils sont comprimés car notre paroi thoracique ne peut pas bouger. Les raisons peuvent être 1. Les poumons se figent et ne peuvent plus se dilater, par exemple, dans les maladies pulmonaires interstitielles. Ou bien ils se rétractent trop et rétrécissent. Ou 2. Les sacs d'air se collabent ou se fusionnent. Ou encore se cicatrisent mal à cause d'une infection, comme une pneumonie, ou dans le cadre d'une maladie auto-immune. Ou 3. La paroi thoracique se rigidifie, comme dans le cas d'une scoliose grave. Ou 4. Les muscles sont faibles ou paralysés ne peuvent pas faire bouger la paroi thoracique, par exemple, avec la polio ou la maladie de Charcot. Les personnes souffrant d'une maladie pulmonaire restrictive ont besoin d'aide pour augmenter l'inflation des poumons. Par exemple, en positionnant le corps, pour soulager la charge du diaphragme pour l'aider à s'aplatir ou à se contracter. Déconditionnement. Nous avons considéré l'obstruction des voies respiratoires et la restriction de la paroi thoracique comme raison possible à l'essoufflement, mais cela peut être dû à une faiblesse musculaire générale, le déconditionnement. Lorsque l'on se sent fatigué, l'on est souvent moins actif, et l'on se repose plus souvent. Les muscles s'affaiblissent. Par conséquent, l'on se sent plus fatigué et l'on devient moins actif. La seule façon d'inverser ce déclin est de reprendre une activité. Comme nous l'avons expliqué plus tôt en parlant de la respiration, les mitochondries, nos usines à énergie dans les cellules, génèrent de l'énergie. Elles ont besoin de dioxygène. Si l'on développe plus de muscles en entraînant les plus gros, comme les muscles des jambes, l'on fabriquera plus de mitochondries, elles utiliseront tout le dioxygène respiré et l'utiliseront plus efficacement pour que l'on se sente plus énergique et fort. Chaque contraction musculaire utilise du dioxygène. Par conséquent, s'il est utilisé plus efficacement, alors il y en a plus pour les muscles respiratoires. La respiration demande donc moins d'efforts. Le déconditionnement est également un problème courant pour les personnes atteintes de BPCO, c'est une des raisons principales pour laquelle les programmes de réadaptation respiratoire sont efficaces. Ils aident à gagner en force musculaire et à respirer plus efficacement sans consommer plus d'énergie. Cela réduit la sensation d'essoufflement. L'essoufflement peut aussi être dû au stress ou à l'anxiété car souvent, ce n'est pas seulement la respiration et son fonctionnement qui sont en cause, mais aussi les pensées. Lorsque l'on a peur, le corps réagit pour se préparer à se battre ou à s'enfuir, et développe un rythme respiratoire plus rapide, afin d'apporter plus de dioxygène aux muscles. Cela peut donner chaud. Cependant, si l'on ne se bat pas ni ne nous enfuyons, les cellules du corps n'ont pas besoin de cet apport en dioxygène. Il est donc important d'apprendre au corps à se relâcher. On peut réapprendre à respirer, que ce soit au repos ou pendant une activité. Cette sensation peut également se produire si l'on souffre d'asthme ou de BPCO. Cela peut être effrayant et rendre anxieux ou paniqué, il peut même y avoir des pensées sur la mort. Ces pensées peuvent amener à contracter les muscles respiratoires et faire empirer la respiration, ce qui affecte aussi les pensées. C'est à ce moment-là que les exercices de respiration peuvent aider à ralentir la respiration et diminuer la quantité de dioxygène dont le corps a besoin afin de réduire à nouveau les efforts pour respirer. Un conseil pour une personne atteinte d'emphysème, qui est essoufflée et anxieuse, est de se concentrer d'abord sur une longue expiration lente, sinon l'emprisonnement de l'air va s'aggraver. Parfois, on est touché par un essoufflement soudain et inopiné, connu sous le nom d'essoufflement aigu, il est alors important de se faire immédiatement évaluer par un professionnel de santé. Trouble du rythme respiratoire. Enfin, l'essoufflement peut être dû à un trouble du rythme respiratoire, anciennement appelé hyperventilation ou respiration excessive, qui, initialement, a une origine émotionnelle, mais qui devient ensuite le mode de respiration normal. On peut ressentir un manque d'air, où l'on a l'impression qu'il faille plus d'air que nécessaire, et que les respirations semblent trop petites.
Une personne sur 4 souffrant d'asthme est touchée par ce problème. La réadaptation respiratoire peut aider, guidée par des kinésithérapeutes. Ce que nous respirons. Bonnes et mauvaises particules. Il est possible de respirer non seulement du dioxygène, mais aussi des particules potentiellement dangereuses comme la fumée et d'autres polluants, ainsi que des particules utiles comme les médicaments contenus dans les inhalateurs. Nous pouvons voir comment les particules de différentes tailles se logent à différents endroits de l'arbre bronchique, en fonction de leur taille et de leur vitesse lors de l'inhalation. L'on est normalement capable d'expulser par l'atout ou l'éternuement les plus grosses particules. Ce n'est cependant pas le cas pour les plus petites particules. Celles dont le diamètre est de 10 microns ou moins, aussi appelées PM10, elles peuvent pénétrer et se loger profondément dans les poumons. Des particules encore plus nocives pour la santé sont celles dont le diamètre est de 2,5 microns ou moins, aussi appelées PM2.5. Elles sont si petites qu'elles ne mesurent que le 60e de la largeur d'un cheveu humain. Les PM2.5 peuvent passer dans les poumons et entrer dans le sang tout comme le dioxygène. Elles peuvent augmenter le risque de maladies cardiaques et de maladies respiratoires, dont le cancer du poumon. D'autre part, il faudrait que les médicaments inhalés restent dans les poumons. Ils sont donc fabriqués pour être fins, 5 microns, voire ultra fines. C'est pourquoi il est important de suivre les instructions sur la façon d'utiliser les inhalateurs. Inspirez lentement et profondément, s'il s'agit d'un inhalateur pressurisé à dose mesurée, PMDI, et rapidement, profondément et fortement, s'il s'agit d'un inhalateur à poudre sèche, DPI. L'objectif est de faire pénétrer le médicament dans les poumons, et qu'il ne s'arrête pas à la bouche ou la gorge. Lors de la prise d'un PMDI, l'utilisation d'une chambre d'inhalation permet de s'assurer que le médicament atteint les poumons et qu'il ne soit pas déposé et gaspillé dans la bouche et la gorge. Résumé. Pour résumer, plus l'on comprend la respiration et la ventilation, y compris ses mécanismes, l'arbre bronchique et les poumons, l'obstruction et la restriction, plus l'on peut comprendre le symptôme de l'essoufflement et comment le diagnostiquer et le traiter. Cela devrait augmenter la confiance des patients et des cliniciens pour améliorer la communication, sélectionner et utiliser les bons tests et les bons traitements. En fin de compte, l'objectif est d'aider les patients à mieux respirer, à se sentir bien et à en faire plus.